dit ce que il avait annoncé le débat avec les faux Nganga, les Nganga qui pratiquent les crimes rituels. Et puis, ces Nganga qui pratiquent les crimes rituels, il avait annoncé le débat. Et puis, Jésus, son Dieu, lui a dit, va prier, moi-même je vais faire le travail. Tu n'as pas besoin d'aller débattre. Bon, je vous informe que ce pasteur-là, il prétend être l'un des plus grands pasteurs du Gabon. Personne ne le connaît, hein. Voilà, personne ne le connaît absolument. Mais c'est pas grave, on peut être un grand homme de Dieu, on peut servir Dieu. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas dans ce qui frappe les yeux des hommes. Donc, il peut être un monstre dans la spiritualité. Personne ne le connaît et puis c'est pas grave. Mais il a dit qu'il a prié. Et puis, Jésus lui a dit, laisse moi-même, je vais les dévoiler, les faux Nganga. Et puis, les 2 ou les 3 ou les 4 Nganga qui étaient sur le plateau, ces 4 Nganga sont partis expliquer l'émission de Dieu en question en disant que on tue dans les traditions africaines et voici comment on dépaisse les gens et il y a des gens qui sont nés pour être sacrifiés. Et puisque les Nganga se sont déjà dévoilés eux-mêmes sur le plateau, alors il n'y a plus de raison de faire un débat. Je ne sais pas si vous suivez. Hein? Il faut vraiment suivre. Désormais, c'est comme ça qu'on va faire des lives. C'est comme ça qu'on fait des lives. Voilà. Donc, il n'a plus besoin d'avoir un débat parce que la première mission a déjà été finie. Ils ont reconnu et donc les autorités doivent ouvrir une enquête. Le procureur doit ouvrir une enquête pour attraper les Nganga qui ont dit que voici comment on pratique les crimes rituels. Bon, je crois parce que la vidéo est mélangée, donc on est obligé de passer par là pour suivre la suite. Déjà, le coupable... Bon, ceux qui ne sont pas gabonais, l'Onganga, ce sont les médecins traditionnels, médecins et spirituels traditionnels. Ceux qui ne sont pas gabonais, c'est bon? Bon, les Gabonais, les Congolais, les Camerounais savent, mais les autres nationalités sénégalaises et autres, le Nganga, c'est un chef spirituel et médecin traditionnel. C'est bon, non? Voilà, c'est l'équivalent des non, c'est pas l'équivalent des marabouts. Parce que le marabout, lui, c'est un féticheur. Voilà, le marabout, lui, c'est le féticheur. Mais le Nganga, lui, n'est pas féticheur, il est spirituel et soignant. Voilà. Non, c'est pas le marabout. A déjà accepté son crime. Le dossier doit être transmis désormais au parquet pour que ces gens-là soient arrêtés et qu'ils soient jugés. À partir de ce moment, est-ce qu'il y a encore une nécessité que je vienne faire le débat avec quelqu'un qui a déjà avoué qu'ils font des crimes rituels? Non, je suis un homme intelligent et je suis un homme spirituel. Et vous devez faire attention avec moi parce que chaque mot qui sort de ma bouche a une orientation précise. Voilà, je vais vous faire... Le pasteur a dit, vous devez faire attention avec lui. En fait, les Nganga qui sont venus dévoiler comment ils dépaissent les gens dans les crimes rituels à Dieu en question, en réalité, c'est lui qui a poussé ces Nganga-là à venir parler. Parce que quand il rentre dans sa chambre, quand il parle, ça pousse les Nganga à parler. Dire des choses. Vous ne connaissez pas le Dieu que je sers. Vous ne connaissez pas le Dieu que je sers. Vous allez avouer chacun de vous vos crimes dans ce pays. Vous allez les avouer. Mon Dieu va vous faire parler. Je n'aurai pas besoin de venir sur... Mais ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je ne sais pas pourquoi ce pasteur, moi, je suis très content. Il faut que son Dieu pousse les pasteurs criminels à avouer leurs crimes pour qu'ils soient arrêtés. Les pédophiles doivent être arrêtés, oui ou non? Si on a des Nganga pédophiles, on doit les arrêter, oui ou non, messieurs et dames? Si on a des Nganga qui font des crimes rituels, on doit les arrêter, oui ou non? Si on a des Nganga qui baisent les femmes des gens, on doit les arrêter, oui ou non? Si on a des Nganga escrocs, si on a des Nganga qui vendent le chanvre, on doit les arrêter, oui ou non? Moi, je ne vois pas où il y a un problème. Ce sont des très bonnes dénonciations. Parce qu'il faut, mais c'est ce que je vous... Mais voilà la puissance de mes ancêtres. Et j'ai fait cette prière-là à l'émission Dieu en question. J'ai dit, il faut que le domaine des traditions soit nettoyé. Mais qui peut nettoyer le domaine des traditions, messieurs et dames? Ce n'est que celui qui a été dans la tradition qui peut nettoyer ce domaine-là. Qui nettoie actuellement le domaine des églises? Mais c'est moi, le chocolat, qui a été dans l'église pour nettoyer ce domaine-là. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas été dans le Bouiti, quelqu'un qui n'a pas été dans le Mouiri, quelqu'un qui n'a pas été dans les rites traditionnels du Gabon peut dénoncer tout le faux qui se déroule à l'intérieur? Non. Pour détruire un système, il faut avoir côtoyé le système, il faut avoir observé le système. Et étant depuis dans le système, tu savais que ça là, c'est pas bien. Ça là, c'est pas bien. Et si j'ai l'occasion un jour, j'en parlerai. Et quand ils ont eu l'occasion d'en parler,
Ils en parlent et ça, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, même dans ma première vidéo que j'ai eu à faire, je crois que cette vidéo, elle est disponible. Je vais vous la faire lire. J'espère que je peux... excusez-moi, je vais la retrouver ici. Regardez, j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo où j'encourageais ce type-là. Regardez, voici ma vidéo. Je ne comprends pas ce qui vous gêne dans les vidéos de ce type. Est-ce que c'est faux quand il dit qu'il y a des PD dans le Bouiti? Il y a des vrais PD, des Nganga qu'on baise au cul et des Nganga qui baisent les bandits au cul. Un Nganga qui sodomise. Est-ce que c'est faux quand il dit qu'il y a des lesbiennes dans le Bouiti? Mais il y a des maîtres, des mères initiatiques qui sont lesbiennes, qui baisent les bandits lesbiennes aussi. Elles se doivent, elles se lèchent. Est-ce que c'est faux? Parce que je reçois, mais je pense quand même que c'est... Mais il faut être un sorcier pour ne pas accepter les évidences. Moi, je ne défends pas des rites initiatiques, des trucs. Hein. Moi, je défends toute une civilisation. Je porte sur mes épaules la civilisation africaine. Mon combat, ce n'est pas des rites initiatiques, aller danser dans les temples, les nzangas, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est défendre la civilisation dans laquelle il y a des techniques, des systèmes de valeurs, des systèmes politiques, la culture. Et dans les cultures, il y a les sciences, il y a les arts, il y a la musicalité, il y a les traditions, il y a les croyances religieuses, des croyances non religieuses, des croyances philosophiques, il y a l'histoire, il y a les langues. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on défend. Défendre la civilisation africaine. Moi, je ne viens pas défendre le Mwiri, défendre je ne sais pas quoi. Ça fait partie de nos croyances religieuses, mais qui ne sont pas obligatoires. Celui qui veut s'initier au Mwiri, c'est initié. Celui qui ne veut pas, il n'a pas besoin de s'initier. Maintenant, moi, je ne vois pas qu'est-ce que vous trouvez gênant qu'il dénonce le faux qu'il y a dans ces rites traditionnels. Au point qu'il y a des gens qui m'ont écrit, oh non, regarde un peu ce qu'il dit, etc. Mais tout ce qu'il dit, hein, moi-même qui vous parle, je vais organiser un live dans un Nzanga. Moi-même qui vous parle. Comment vous allez continuer à rester comme si vous étiez, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les symboles. Ils ne comprennent rien des symboles. Le problème, ce n'est pas l'initiation. On t'amène au Nzanga, on te jette, on te met la boue partout, on te blesse avec les gilets. Ça n'a rien à y voir. Le problème, c'est au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Les initiations au Mwiri que vous voyez là, le Mwiri ne change pas les gens. Le Mwiri révèle la nature des gens. Si tu es un sorcier, tu es un bandit dans l'âme, après ces initiations-là, tu t'empires. Si tu es quelqu'un de faux, après ces initiations-là, tu t'empires. Bon, autre bêtise que j'ai écoutée de ce frangin, il dit, je suis un nouveau initié. Moi, ça fait 22 ans que j'ai été initié au Mwiri. 22 ans, bordel de merde. J'ai été initié en 2003 chez Loumou. 22 ans, j'ai été initié au Mwiri. Je n'ai jamais volé dans ma vie, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait avorter des femmes. Je suis toujours resté droit dans la vérité. Même lorsque je suis allé à l'église, j'étais toujours dans la vérité. Mais vous racontez quoi? Mon frère, dénonce autant que tu peux. Tu dois dénoncer tout le système du diable. C'est-à-dire que tout ce qui est faux dans le Mwiri, tout ce qui est faux dans le Bouete, que ce soit l'Ondeya, que ce soit le Disumba, l'Ongonde, l'Omisok, dénonce tout ce qui est faux, révèle tous leurs secrets. Hein? Comment vous allez continuer à mentir aux gens que le Moukoukou c'est un esprit alors qu'il y a un qui a piétiné la pointe à Port-Gentil, il a crié, Jésus, oh aide-moi, il a piétiné la pointe là à Port-Gentil. Il y a 2 bandits qui ont tué un compatriote à Port-Gentil parce que sous prétexte qu'il a révélé les secrets du Mouiri. Le Mouiri, quel secret qui n'est pas disponible en ligne? Hein? Mais c'est pas possible en fait. Oh non, il dit des choses, il faut qu'on règle son compte. Mais vous allez régler son compte comment? C'est lui qui est en train de régler votre compte. Vous êtes faux. Vous devez sortir du faux. Mon frère, allume-les. Dénonce tous ces... Voilà une vidéo que j'ai faite, hein, qui prouve que je n'ai aucun problème dans les dénonciations que le frère fait. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je n'ai aucun problème. Au contraire, je suis content. S'il dénonce tout ce qui est faux, tout ce qui est dérive, mais ça va permettre de nettoyer, mais c'est ça le nettoyage, non, qu'on a longtemps prié. Beaucoup de gens prient, même dans les, je ne sais pas, les associations de type pour dire que, ah, il faut qu'on nettoie le domaine là. Il faut qu'on nettoie le domaine là. Il faut qu'on nettoie le domaine. Ça va peut-être vous amuser. Un jour, quand je suis parti, j'étais allé à une émission, j'ai croisé, il y a un ganga.
Un vrai voyou, c'est ce Fon Ganga là, un PD. Il me dit non, tu sais, tu vois, il faut dénoncer les pasteurs, tu vois, non? Mais entre nous, hein, ça, on va dénoncer nous-mêmes en secret. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'on va dénoncer entre nous-mêmes en secret? Le problème, c'est que beaucoup parmi ces gangas savent que l'autre tel est faux, tel est faux, tel est faux, mais c'est l'hypocrisie. Et moi, je ne peux pas faire venir les gens de la France, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire pour venir amener des gens en mission touristique, visiter nos cultures, alors qu'on sait que l'Ongangaché qu'on amène là, c'est un violeur. L'Onganga là, il détourne les femmes des gens. Le type là, lui, c'est un vrai... Non, je ne peux pas le faire. Vous comprenez un peu? Donc, quand les gens ont prié qu'il faut qu'on nettoie le domaine des rites et traditions du Gabon, ils pensaient que le nettoyage devait venir d'où? Mais le nettoyage vient des anciens qui étaient initiés, qui ont compris que là, c'est pas bon qu'ils enlèvent le corps et qui vont dénoncer. Et qu'est-ce que ça va créer? Je suis très content, suivez bien, écoutez bien ce que ça va créer. On fait sortir les gens, suivez bien, on fait sortir les gens qui sont vrais dans le christianisme. On fait sortir les gens qui sont vrais dans les traditions et on va se croiser à un endroit, c'est quoi? La vérité. Et c'est terminé, il n'y aura plus de problème. Parce que si on fait sortir, on enlève le faux de nos traditions et on enlève le faux de leur côté, on va se retrouver avec des gens qui sont dans la vérité et il n'y aura plus de contradiction. Mais ils n'ont rien compris à mon jeu. C'est justement de la même façon qu'ils pensent que on est en train de faire ce qu'eux ils veulent, mais c'est ce que moi j'ai toujours voulu qu'ils fassent. C'est où moi je les amène. Je les amène à dénoncer là-bas pour qu'on nettoie le secteur. En réalité, ils ne sont que mes instruments, ils sont utilisés par moi pour m'aider à faire ce secteur-là. Hein? À nettoyer ce secteur. Et je vous l'avais dit. Je vous ai dit, je vous ai expliqué, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller taper ça sur Dieu en question? Je pense que j'avais parlé de cette vision-là. Je dormais. J'avais préparé un live contre les Fonganga. Oh, Nzambi Pungu, vraiment, c'est... Vraiment, je bénis Nzambi Pungu, Dieu, la nature et mes ancêtres. Vraiment, je suis fier d'eux. J'avais expliqué un songe à l'émission Dieu en question. Ceux qui ont regardé cette émission-là. J'ai dit, je dormais. Et ce n'est pas un songe, c'est une vision que j'ai eue. Je dormais. Allez-y regarder cette émission-là. Je crois qu'elle est encore disponible. J'ai vu une main noire qui est venue, qui a pris un tableau. Hein? Un tableau. Elle a pris un tableau, elle a écrit, je ne me souviens plus du... Je vais regarder. Elle a écrit 1000 faux prophètes au Gabon. Et puis la main a enlevé 30 ou 300, quelque chose comme ça. Elle a dit, voici ce qui te reste à travailler. Donc j'avais compris et je crois que au sorti même de cette vision-là, j'avais expliqué ça à Dieu en question. J'ai dit, vraiment le domaine de Fonganga, ce n'est pas mon truc parce que apparemment Nzambi veut que je me concentre sur les faux pasteurs. Certainement, il va toucher quelqu'un, il va toucher des gens qui vont dévoiler ces gens-là. Je vous ai dit ça ici, non? Voilà. Donc, allons-y. Je vais partir à la partie qui m'intéresse. Je vous ai dit ça ici. Un plateau. Depuis ma chambre, je télécommande. Depuis ma chambre, je vous ordonne et vous parlez. Et c'est ce qui s'est passé. Les Nganga de la U n'ont jamais prévu ça. Ils n'ont jamais prévu qu'ils vont confesser des... D'accord. S'il vous plaît, vous qui avez regardé l'émission, tapez-moi le nom des Nganga qui étaient à cette émission-là. Parce qu'il a dit que, en fait, les Nganga là, lui, il était en train de prier et puis il n'avait pas prévu aller dire que ce sont eux qui commettent les crimes rituels. Donc, on a qui? On a Dokira, oui. Ah, Dokira, il était à l'émission, oui. Il y a encore qui? Il y avait qui encore à l'émission? Parce qu'il a dit qu'il y avait 4 Nganga. Bon, je vais pas regarder. Je vais demander à... Il y avait qui? Est-ce que vous avez regardé l'émission? C'était l'émission du dimanche passé où il y avait 2 Nganga. Oui, c'était qui et qui?
Bon, en tout cas, je vais aller regarder l'émission, puisqu'apparemment, vous n'avez pas regardé. Donc, il a dit que ces Ngangala ont parlé par sa puissance. C'est lui qui a dit ça. Bon, c'est pas là, allons-y. Dans la face de la terre, que oui, les crimes rituels sont normaux. Mais ils l'ont fait. Et aucun Gabonais, les associations de lutte contre les crimes rituels ne se sont pas levées. Les autorités ne se sont pas levées. Le procureur spécialiste des crimes rituels ne s'est pas auto-saisi pour appeler ces gens-là à venir justifier leurs propos. Rien. Tout est passé sous silence. On a compris. On n'est pas idiot. On a compris. Oui, on a compris. Et donc, ma thèse a été acquiescée par l'Nganga. Si mon adversaire est du même avis que moi, en quoi on fait encore le débat? Il n'y a plus de débat. Donc, sur les crimes rituels, il n'y a plus de débat. Les Nganga ont déjà avoué la seule chose qui reste, ils doivent être interpellés, ils doivent être entendus, ils doivent expliquer leur doctrine. Qui dit qu'il y a des Gabonais qui... Le pasteur là, c'est un blagueur, quoi. Vraiment, je n'ai rien contre lui, mais regardez vous-même, vous-même. Donc, il dit, parce que les deux Ngangala sont pas... Bon, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer sur des choses que je n'ai pas vues, c'est bon? Pour ne pas paraître diffamatoire ou bien raconter des bêtises. Je n'ai pas regardé l'émission. Je vais aller regarder l'émission pour voir ce qui a été dit. Parce que lui, il explique que les Ngangala ont expliqué exactement comment ils tuent les gens dans les crimes rituels, toutes ces choses-là. Et puis, ça a choqué complètement le Gabon. Ça a choqué l'international parce que dans la suite de la vidéo, il va dire que, est-ce que vous savez ce que ça peut créer dans le tourisme? Il a tout à fait raison. Dans une chaîne de télé, un Ganga vient dire, c'est autorisé au Gabon, on dépaisse les gens, mais ça c'est grave. Mais je ne sais pas qui était le Ganga qui était au plateau, donc je ne veux pas rentrer. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit, il ne peut plus faire le débat parce que ces Nganga se sont déjà dévoilés en montrant que ce sont des criminels. La seule chose qui manque, c'est que la justice puisse les attraper et puis vont aller répondre de leurs actes. Né sur terre-là pour être sacrifié. Ça doit être expliqué. On ne peut pas laisser passer ça comme ça dans un pays qui a des lois. Les gens qui disent que les Gabonais, il y a des Gabonais, mais c'est dangereux. Vous imaginez les touristes qui veulent venir au Gabon? Vous imaginez les touristes au moment où on appelle les investisseurs au Gabon? Un investisseur doit tomber sur une telle communication sur la chaîne publique du Gabon, financée par l'État gabonais, le contribuable gabonais. Les féticheurs gabonais avouent clairement que oui, il y a des gens qui naissent pour être sacrifiés. Vous savez ce que ça peut faire? Vous savez ce que ça fait? Mais non, mais puisque vous êtes dans le buzz, vous n'êtes pas dans l'intelligence. Vous parlez pour gagner les débats. Je vois les Nganga Seki, Dokira Kiaso Nzel Lerezenga et c'est qui là le dernier nom? Oono. Dokira Kiaso Lerezenga et Oono. C'était les 4 Nganga dont il parle. Je vais regarder l'émission après le live ou demain, je vais regarder l'émission. Pour ne pas... Tamumbo. Non, est-ce que vous avez vraiment regardé l'émission? Non, je ne pense pas quand même. Bon, écoutez, je vais aller regarder. Kiaso n'était pas là. Kiaso n'était pas... je vois c'est qui... Bon, il y a des gens qui disent qu'Kiaso n'était pas d'accord, donc c'était... Mais bon, oui, l'émission du... C'est l'émission du 20 juillet. D'accord, je vais regarder. Je vais regarder. Bon, ça ne me concerne pas. Voilà, il a dit les 4 Nganga. Mais vous avez dit Oono. Est-ce qu'Oono est Nganga déjà pour dire que... Et puis je ne pense pas, connaissant le niveau intellectuel et le niveau magistral de monsieur Oono Nguema, je ne parle pas. Peut-être les autres ont été mal compris. Hein? Peut-être que les autres ont été mal compris. Mais je vais regarder l'émission. Je ne cherche pas à couvrir X ou Y. Hein. Moi, je condamne les crimes. Hein. Je suis contre les crimes. Mais Tamumbo, je ne sais pas. Oono Nguema, je ne
Je ne pense pas. Bon, enfin, en fonction de son niveau magistral, je ne pense pas que peut-être il ait eu à dire ça. Bon, je vais aller regarder. Hein? Je vais aller regarder. Donc. C'est ça votre affaire. Vous parlez pour humilier les gens. Pour vous, le débat, c'est le gagner, peu importe les moyens, même si vous mentez, même si vous humiliez, peu importe la qualité de vos arguments. Parce que là, déjà, ça me concerne, messieurs et dames. Ça me concerne. En aucun moment dans ma vie, je cherche à humilier X ou Y quand je fais des débats. Déjà, vous êtes témoins. Prenez toutes mes vidéos. Même quand je suis venu ici, je vous avais dit, moi, je ne viens pas faire des débats. Je vous avais dit ça. Je vous ai dit, je viens faire mes dénonciations et je viens valoriser ma culture. Dénonciation, valorisation. Dénonciation, valorisation. Je vous ai dit au début, je ne fais pas les débats. Vous m'avez forcé à faire le débat avec le petit Stéphanas. Vous m'avez forcé à faire le débat avec lui. J'ai dit, moi, je ne fais pas les débats. Vous m'avez tellement, oh, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. J'ai dit, je n'ai pas fait. Même jusqu'au dernier débat avec Gatsby. J'ai dit, bon, je ne fais plus les débats. Voilà, parce que beaucoup qui viennent faire des débats cherchent la visibilité. Et moi, je ne viens pas faire des débats pour chercher à humilier X ou Y. Moi, je viens faire des débats pour dire, j'étais dans la tradition, j'étais dans le christianisme, voici ce qui se passe. Et même moi, là, en tant qu'assis, on peut organiser un débat entre moi et un ganga, on débat sur ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, quand je viens en débat, il faut comprendre que quand on vient en débat, le débat est clair. C'est que quand on vient débattre, il y a des attaques objectives, il y a des attaques subjectives. Voilà. Ça veut dire que dans le débat, il y a des attaques objectives, il y a des attaques subjectives. Maintenant, ça la personne, chacun de nous a son style. Chacun de nous a sa façon de débattre. Gédéon a sa façon de débattre. Makoso, je ne sais pas s'il a déjà débattu, ce cancre-là. En fait, chaque personne a son style. Vous n'allez pas vouloir faire en sorte que tout le monde ait le même comportement dans un débat. Ouais. Moi, par exemple, quand je suis en présence de quelqu'un qui raconte des mensonges, je perds le contrôle. Vous voyez? C'est l'un de mes défauts. Et je suis en train de travailler ça pour voir dans des débats. C'est pourquoi vous allez voir les prochains débats, je serai plus calme. Je serai plus posé parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre. Ouais, parce qu'après un moment, j'ai le déçu, par exemple, dans le débat. Après, à la fin du débat, je vais m'emporter. Et puis, bon, les fans qui me suivent, les personnes qui veulent écouter, parfois, ils sortent un peu déçus pour dire, mais Chocolat, tu n'avais pas besoin de t'emporter puisque tu étais au-dessus. Le débat, tu l'avais déjà gagné. Est-ce que vous voyez? Et il faut tenir compte aussi de ces remarques-là. Je ne vais pas passer mon temps à dérailler sur les plateaux. Il faut qu'on donne un débat et puis je puisse tenir aussi, expliquer aux gens, etc. Comme le débat que j'ai fait avec Gatsby. C'est l'un de mes meilleurs débats. Et ça, je vous dis, parce que c'est un débat où, malgré tout ce qu'on pouvait raconter autour, je suis resté attaché au thème. Et c'est ce qui a fait que, comment est-ce qu'on appelle ça? Je gagne ce débat-là parce que je suis resté attaché au thème. Ça veut dire que même lorsqu'on rentrait dans les invectives, quand je reprenais la parole, je dis voici le thème. J'ai continué dans ma démonstration jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est le premier mensonge. Bon, allons-y. Mais je ne suis pas un clown pour m'engager dans un tel match. Non, je ne suis pas un clown, je ne m'engage pas dans de telles bêtises. Donc, sur la question du premier débat avec les Nganga, il ne se tiendra pas. En tout cas, pas avec moi. Parce que j'ai déjà ma réponse. Le peuple a déjà... En tout cas, c'est clair. Il n'y aura pas de débat avec les Nganga. Il a fui. C'est bon, non? Il n'y aura pas de débat avec les Nganga. Il a fui. Il y a quelqu'un qui dit, il ne faut plus insulter. Non, ça c'est impossible, mon frère. Je vais toujours insulter. Toujours insulter. L'injure, c'est-à-dire que c'est là. Hein, ça, c'est un condiment. C'est comme le gars qui lançait le... Non, ça, c'est pas possible. Hein? Tout dépend du débat que je tiens. Hein? Si je passe une émission où on débat intellectuellement, ben, j'étais à la présidence. Je crois, je ne sais pas si c'est vendredi passé ou jeudi passé, j'étais à la présidence. Il y a eu un bon débat qui a été organisé. Est-ce que vous m'avez vu insulter? C'était magistral du début à la fin. Voilà. Donc, écoutez... Quand c'est bon, comme dit notre frère gabonais, quand c'est bon, c'est bon. Voilà, si c'est un débat qui est intellectuel, on débat intellectuellement. Si c'est un débat culturel, mais si c'est un débat contre les faux pasteurs, hein, je crache puer, ils sont de puer.
Je pompe le Rambo. Déjà, je vais passer prochain débat. Je passe avec le Rambo parce que ce sont des moustiques. Je pompe d'abord fou. Voilà, ce sont des faux. Tous les pasteurs sont faux. Tous sont des faux pasteurs. Voilà, donc... voilà. Tous les pasteurs sont faux. Je vais passer les prochains débats classiques là, hein, avec Placide ou bien Mbota qui vont venir ici au Gabon. Je viens avec le Rambo. Et déjà, avant de venir débattre, j'impose, on chante d'abord l'hymne national de mon pays. On fait monter le drapeau en berne. Vous chantez l'hymne national. Et je viens avec le Rambo. Je viens avec, voilà, les trucs, les insecticides. Voilà, parce que ce ne sont que des moustiques qu'il faut pomper. Je ne peux pas arrêter d'insulter, c'est impossible. D'accord, on va prendre la partie. Ce que je voulais lui montrer, j'ai dit que les Nganga font des crimes rituels. Les Nganga eux-mêmes ont dit oui, ils font des crimes rituels. Et d'ailleurs, c'est normal. C'est vous, le peuple, qui ne comprenez pas la spiritualité. Quand eux, ils dépècent les gens, ils enlèvent les organes et tout le reste, mais ça a de la valeur spirituelle. Ils ont dit que c'est d'ailleurs normal de dépêcher les innocents. Parce que plus la personne est innocente, plus leur Dieu agrée le sacrifice. Toutes ces choses sont dites sur le plateau de la télévision nationale avec monsieur Total Décalé. Je ne diffame pas. La vidéo est disponible sur les réseaux sociaux. Je viens encore faire quoi dans un débat où le coupable a déjà avoué sa faute. Ce débat n'aura plus lieu avec moi. Ce n'est pas une fuite en avant, mais ce serait venir défoncer les portes ouvertes avec mon intelligence, avec mon onction, avec ma capacité, avec ma qualité, avec mes responsabilités. Je ne me vois pas en train de faire un débat où on dénonce, on défonce les portes ouvertes. Si les Nganga avaient tenu la position qui ne connaissent pas ça du tout, je serais venu pour montrer si vous connaissez et j'allais apporter la preuve. Mais dès lors où ils ont reconnu qu'ils le font, je viens encore faire quoi dans ce débat? Ça, c'est pour ce qui est du premier débat sur les crimes rituels. Voilà, donc dans le premier débat sur les crimes rituels, il a dit qu'il ne peut pas débattre avec moi. Hein? Il voulait débattre avec les Nganga. Parce que moi, je ne suis pas Nganga. Oui, je ne le suis pas. Je ne suis pas Nganga. Voilà. Mais il a débattu avec, il voulait débattre avec les Nganga. Mais les Nganga avec qui il voulait débattre sont déjà venus dire à la télé. Donc, d'après ce que vous avez cité là, c'est Owonongema, les Renzeng et puis c'est Dokira qui ont dit que il y a le goût de dépêcher les innocents, il y a c'est bon de prélever les organes. Bon, en tout cas, tout ce qu'ils racontent, hein. Voilà, moi je n'ai pas regardé l'émission, donc c'est avec ces Nganga qui voulaient débattre. Ok, d'accord, je suis d'accord. Donc il passe sur le deuxième point, ce qui me concerne. Parce qu'il va jusqu'à dire que on a dit qu'on va porter plainte. Monsieur Zedam, est-ce qu'il y a une vidéo où moi j'ai dit je vais porter plainte à ces gens-là, à la Ligue anti-Nganga? Je ne sais pas. Parce qu'il va jusqu'à dire, oh, vous voulez maintenant porter plainte et que moi j'ai cité dans une vidéo le président de la République. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Écoutez, et puis moi je casse ça. Je vous donne l'enseignement sur le Mouiri. Je prends les lives. Le deuxième débat qu'il appelle, c'est celui sur le Mouiri. Il me dit, ben voilà, il n'a pas... voilà, il me fouille dans le débat sur le Mouiri. Je réexplique que le principe du débat, ce sont des camps opposés, ce sont des arguments opposés. On ne fait pas un débat quand vous partagez la même opinion. J'ai fait un exposé sur le Mouiri où j'ai décrit un certain nombre de choses jusqu'à là où je me suis arrêté. Lui, Chocolat des filles, a déjà fait combien de vidéos pour essayer de me discréditer? Au moins 3 ou 4. Dans aucune de ces vidéos, il n'a apporté la preuve que ce que j'ai dit est faux. Très bien. Voici le fondement de notre live. Voilà, tout à l'heure, je vais apporter la preuve de ce qu'il a dit dans certaines vidéos qui sont fausses. Maintenant, je vous montre. J'espère que vous comprenez. Hein. Notez maintenant, parce que c'est là que commence notre live. Moi, j'aime ça. Notez, prenez les cahiers, monsieur Zedam. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Voilà, donc il a dit, il a fait des vidéos sur le Mouiri, où il a dit, on bastonne dans le Mouiri, mais je vais vous montrer les vidéos. Je crois que c'est Tamombo qui a fait une initiation là, où on montre comment on frappe les gens dans le Mouiri. C'est pas ça. Bon, moi je ne sais pas, qu'est-ce que je vais venir contester? Est-ce que ça c'est une dénonciation? Dire, on frappe dans le Mouiri, on nous blesse avec les gilettes,
on nous fait insulter nos mères. Est-ce que ça c'est une dénonciation? Donc allons-y. Prenez les cahiers, bande de PD que vous êtes. Prenez les cahiers, vous notez chaque chose que je vais faire sortir ici. Là c'est fini là. Chaque chose. Alors allons-y. L'huissier Omouri n'a apporté la preuve que ce que je dis est faux. Ce qu'ils disent, c'est un rigolo, c'est un menteur, voilà, il imagine les ébats avec ma femme, mes ébats sexuels avec ma femme, comme je le dis que je fais très bien depuis 20 ans, voilà, vraiment, pour ça, je suis un bon assureur, mon petit. Bon, déjà sur ce point-là, il ment. Pourquoi? Je n'ai pas imaginé ces débats sexuels avec sa femme. J'ai dit, dénonce les mots qui sont dans le Mouiri. Alors, regardez bien ce que je vous montre, messieurs et dames. Vous avez les cahiers pour noter là. Prenez les cahiers, bande de PD. On peut aller. Mercredi, on va prendre l'église à Serre avec leur pasteur. C'est un Gabonais. Donc, allons-y. Vous avez quelque chose pour noter? C'est bon? Alors, vous partez sur Google. Google. Allez-y sur Google, à la barre des recherches. Allez sur Google, à la barre des recherches. Ceux qui sont sur Google, vous me dites déjà chocolat, on est sur Google. Mais je vais vous montrer que tout ce qu'il a dit là, c'est en ligne. Je n'ai même pas besoin d'aller dans les revues académiques et professionnelles ou bien les revues scientifiques académiques pour trouver tout ce qu'il a dit. On peut aller, vous êtes déjà sur Google. Alors, vous tapez le Mouiri. Est-ce qu'on peut aller? Voilà, vous tapez ça. Vous tapez Mouiri, comme j'ai tapé là. Sur Google. Oh, le truc là. Tapez Mouiri. Quand vous tapez Mouiri, vous avez déjà des informations qui sortent. C'est bon? Tapez Mouiri. Congolais, Camerounais, tous, allez-y. Il n'y a rien. Tapez Mouiri. Ceux qui ont déjà fait me disent c'est fait. C'est bon? Ok, maintenant quand vous avez tapé Mouiri, vous descendez. Vous allez voir le site ici, Open Edition. Open Edition, Mouiri. Open Edition, c'est là. Juste en bas, vous descendez, vous allez voir Open Edition. Est-ce que vous êtes à Open Edition? Messieurs et dames, je vais vous montrer les mensonges de ces pasteurs-là. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne peux pas venir faire des vidéos. Une vidéo de 3 minutes ne peut pas lui donner la réponse aux mensonges qu'il raconte. Il faut un live comme ça où avec les gens, on consulte et vous allez savoir qui est faux, qui est vrai. Parce que moi, je vous montre l'histoire qu'il est parti prendre sur Internet. Et puis moi, je vous explique la version qui m'a été racontée lors de mes initiations chez les Simba, chez les Pouvis. Et vous-même, vous allez en juger. Tout à l'heure, prenez. Ça peut aller. Vous êtes là? Oui, chapitre 10. Ah, c'est très bien. Bassé. Sois béni. Chapitre 10. C'est bon, ça peut aller. Alors, vous cliquez là. Vous cliquez chapitre 10, vous allez tomber directement dans le chapitre. C'est la thèse. Voilà, c'est une thèse de doctorat. Vous devez tomber là. C'est un chapitre de la thèse de doctorat de Julien Bonhomme. C'est là. Chapitre 10. Si vous êtes là, vous me dites. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous montrer que c'est un plagiste. Il est parti plagier. Voici ce qu'il est venu raconter, c'est là. C'est disponible. On peut aller maintenant. Je vais vous lire et vous-même, vous allez écouter que tout ce qu'il a raconté, il a tiré ça d'ici. Mais moi, je ne sais pas quel secret il est. Non, c'est là, c'est en ligne. Est-ce qu'on peut aller, mes bébés? Il faut que vous puissiez me payer aussi la dîme, hein, parce que ce que je suis en train de faire là, hein, c'est vous donner, vous ouvrir les yeux, c'est la vie éternelle. Hein? Voilà, il faut que j'envoie mon numéro à telle monnaie, vous envoyez les dîmes, vous chargez ça vraiment avec le pognon. Voilà, je vais donner le numéro à telle monnaie tout à l'heure. Parce que ça là, oh, c'est où? C'est parti, ça c'est quoi? Attends. Voilà. Donc vous allez charger, hein mes frères. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 100 personnes qui donnent, ce n'est que 10 personnes qui donnent 100 000. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 10 personnes qui donnent 100 000. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 100 personnes qui donnent 10 000. Ah, je vais te prendre le gars là, je vais le prendre.
On va se battre à Paris. Vous allez voir la bagarre avec le type là. Vous allez voir. Mais le gars, il passe même jusqu'à dire que Jésus est venu dans sa chambre. Jésus lui dit non. Tu veux quoi, man? Jésus, hein? C'est-à-dire que mes frères, mercredi, on les prend. Mercredi, je prends l'église à Serre. Je dis mercredi, on prend l'église à Serre. Oh. Ça sent. Hein? Mercredi, on prend l'église à Serre. Donc, je vais envoyer 1 million, c'est quoi? 1 million, ce n'est que 1000 personnes qui donnent 1000 francs. Hein? Le gars dit, Jésus est descendu dans sa chambre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Jésus est descendu. Jésus lui dit, tu veux quoi? Il dit, Seigneur, l'argent. Non, mais le gars est fort. C'est-à-dire qu'il t'a bâti toute une théorie sur le sang. Le sang, c'est la sueur. La sueur, c'est le travail. Le travail, c'est l'argent. Donc, si Jésus a donné son sang, ça veut dire que Jésus t'a donné l'argent. Je ne comprends pas les théories. Mais bon, bref, revenons sur le sujet, pardon. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Est-ce que vous êtes là d'abord? On est là pour un enseignement, messieurs et dames. Moi, je parle avec les preuves. Voici. On est là preuve par preuve. C'est bon? C'est bon? Maintenant, je vais lire. Suivez attentivement ce qu'il a eu à dire. Je peux lire. Vous me dites Daddy Chocoli. Suivez attentivement l'histoire. Ça, c'est l'histoire qu'il vous a raconté. Qu'il a même... il est juste parti prendre ce qu'il voulait raconter. Est-ce que vous me suivez? Oui, allons-y. Je peux lire. Si je peux lire, vous dites, vas-y, Daddy Choco. Je suis là pour vous, mes frères. Vous allez me payer la dîme. Ok, suivez. Ceux qui ont le texte écrit, l'initiation au Mouiri. Il nous faut maintenant nous intéresser à l'initiation au Mouiri, qui constitue une nouvelle étape du parcours rituel du Bouété, et dont l'examen va nous donner l'occasion de revenir sur l'importance constitutive de la relation aux femmes et au sexe féminin dans la formation du divin guérisseur Nganga. Donc, dans la thèse de Julien Bonhomme, où il parle du Bouété Misoko, parce qu'on ne dit pas le Bouiti, on dit le Bouété Misoko, et donc il montre que avant d'être initié au Bouété Misoko, il faut d'abord être initié au Mouiri, ou bien quand tu es initié au Bouété Misoko, la seconde étape, tu dois t'initier au Mouiri. Alors, allons-y. Voilà. Le Mouiri est une société initiatique. Est-ce que vous suivez? Le Mouiri est une société initiatique. On peut aller. Si vous suivez, vous dites oui, je suis. C'est écrit, hein, c'est pas moi. C'est sur Internet. Les blancs, c'est dans tout le monde entier. En anglais, en français, c'est écrit. Est-ce qu'on peut aller? Voilà. Suivez bien. Vous allez comprendre tout ce qu'il a raconté. Il est venu lire ça ici. Le Mouiri est une société initiatique. Oui. Masculine, très répandue dans le groupe ethnique Membe et Mérie. Donc, dans le groupe ethnique des Membe, on a les Okandé, on a les Simba, on a les Pouvi, on a les Apinji, on a les Eveya, on a les Mukota Kota. C'est ce qu'on appelle le groupe Membe. C'est un groupe ethnique. Ensuite, dans le groupe Mérie, on a les Vili, on a les Punu, on a les Vungu, on a les Masango, etc. Donc, le Mouiri est plus pratiqué dans ces deux ethnies-là. Alors, c'est écrit ici, donc, l'article de Julien Bonhomme, du sud du Gabon. Il partage de nombreux traits communs, fonctions sociales, rites de passage et mythes avec d'autres sociétés initiatiques comme le Mungala, chez les Teke et les Bakota, le Yassi, chez, le Yassi, l'Ongil chez les Fans et l'Ondjobi dans le Haut-Ogoué. Ensuite, la fonction première du Mouiri est celle d'une classe. Et la première fonction du Mouiri est celle d'un classique rite de passage pubère. Donc, déjà dans la thèse, on vous montre que le Mouiri n'est pas un rite de spiritualité, mais c'est un rite de passage de l'âge pubère à l'âge adulte. C'est comme une formation militaire qu'on te fait subir. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, répondez avec vos testicules. Oui, on comprend. Vous dites oui, on comprend avec vos couilles là, qui ont la patte. Est-ce qu'on peut partir? Donc, je vous lis d'abord où il est parti prendre ça. Et ensuite, je vais moi-même vous expliquer parce que je rappelle, voici. Je crois que beaucoup de grands frères, c'est là. Hein? Moi-même, je suis initié au rite. Voici le rite. Voici le Makemba. Diboko. C'est là, Makemba.
C'est là. Hein? Moi-même, je suis initié. Donc, je vous lis d'abord ce qu'il a recopié sur Internet. Et puis, en tant qu'initié maintenant, moi, je vous explique ce qui m'a été expliqué parce que je suis d'abord un griot qui vit. C'est là. Quand je tape là, tu ne peux pas gagner les débats. Voilà, donc, allons-y, on peut aller. Donc, ce n'est pas une affaire de profanation ou je ne sais plus une affaire de blague, non. Parce que je suis d'abord moi-même un initié. Voilà, donc je vais expliquer. On peut aller. Donc, ensuite, il est dit ici, Pubert, fabriquer des hommes à partir de jeunes garçons. Donc, l'objectif de cette société initiatique qui est pratiquée au Gabon, c'est de fabriquer les hommes à partir des garçons. Donc, quand tu es jeune, on te fait rentrer dans ces rites-là pour que tu deviennes un homme. C'est pour que tu deviennes... C'est pas moi qui le dis. Sinon, on va dire, c'est Chocolat qui a dit, c'est un blanc. C'est bonhomme, un blanc qui est venu travailler ici avec les Michogo. Un blanc qui est en train de vous expliquer votre propre culture. C'est une honte. Un blanc qui vous explique votre culture. Alors, il dit ici, voilà. Seule l'initiation peut en effet octroyer la vraie masculinité plus rituelle que biologique. Les garçons non initiés restent comme des femmes. Alors, allons-y. Je prends directement. Oui, il est parti prendre. Alors, je prends directement la partie pour ne pas que ça soit trop long. Vous allez lire, la partie où il est expliqué. Alors, on dit ici, les novices, c'est-à-dire ceux qui sont initiés au Mwiri, les Mbuna, voici où il est venu recopier, les Mbuna, sont brutalement séparés de leur village maternel et conduits en forêt jusqu'à l'enclos initiatique qu'on appelle le Nzanga. C'est bon? On peut aller, messieurs et dames. Donc, voici ce que le monsieur explique. Il vous explique bien dans sa vidéo que le Mwiri, il y a beaucoup de bêtises qu'on fait là-bas parce qu'on prend les gens du village, on les amène en brousse. Et puis, il y a une question qui a posée en disant... une dame a posé, pourquoi quand vous dites le diable vous avale 3 jours, 3 nuits alors que vous partez dans votre forêt de la sorcellerie? Voici la forêt dont il est parlé ici. Ça peut aller. On peut aller, messieurs et dames. Oh, j'aime ça, moi j'aime ça. Alors, allons-y. Sont séparés, sont amenés dans le Nzanga. Place rectangulaire enclose par une barrière de feuilles de bananiers. Ils doivent alors passer au milieu d'une double rangée d'initiés qui les rouent de coups. Mais c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qu'il a raconté quand on t'initie. C'est un rite qui fait passer le jeune homme de la vie de jeune homme à la vie de garçon. On bastonne dans le Mwiri. Mais c'est ce qui est écrit. Il voulait quelle vidéo qu'on dise ce que tu as dit c'est faux. Mais c'est un rite initiatique. C'est comme quand on devient une femme. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple avec sa femme. J'ai dit si tu dis que être initié au Mwiri, le fait qu'on te bastonne, le fait qu'on te fasse des scarifications, le fait qu'on te dise ça ou ça là, insulte ta mère, tu manges avec la boue, on prend la cendre, on verse dans ta nourriture, tu manges. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. J'ai dit, mais il n'a rien compris. Quand tu deviens ta femme, tu la fais passer de la vie de jeune fille à la vie de femme parce qu'elle goûte le bangala. Ça rentre, elle crie, ah! Mais c'est nécessaire parce que c'est la première étape, faire rentrer le bangala dans son cul et son con. Et la deuxième étape, c'est maintenant pousser l'enfant. C'est ce qui fait d'elle une femme. C'est pourquoi quand on devient la femme, il ne faut pas avoir pitié. Quand tu deviens, tu craches, ça sent encore les trucs là. Tu craches pur. Après tu craches aussi pur. Tu frottes sur la bite et puis tu piques. Même si elle crie, aïe, 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 laisse chérie, laisse. Tu piques parce qu'à ce moment-là, tu deviens un diable. Parce que si tu as pitié, elle ne sera jamais une femme. Donc tu dois la percer, tu perces. C'est pourquoi le sang sort. Tu perces et puis tu es vraiment un démon. Tu ressembles à un démon. Et même si elle crie, aïe, 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 tu me fais mal, aïe, 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 tu perds. Parce que tu es en train de faire d'elle une femme. C'est pourquoi moi je n'aime pas dévierger les filles. Moi je laisse les petits bandits là, ils déviergent d'abord et quand toi tu viens seulement, tout le travail a été fait, tu viens maintenant donner la formation militaire parce que il faut d'abord qu'eux ils ouvrent la route et puis toi tu viens goudronner maintenant. Voilà, donc je laisse d'abord les petits kiki là, les petits qui étaient là, ils ouvrent les routes avec leur bite sale là. Parce qu'ils sont encore sales, donc ils ouvrent la bite sale et puis elle apprend maintenant à se laver. Et puis toi tu viens maintenant avec l'enrobé, tu viens maintenant goudronner, et elle devient nian. Parce que nous, quand on vient, c'est maintenant nous qui avons les moyens, tout. Tu laisses les petits des terminales, là, ils percent d'abord. Avec leurs petits kiki sales. Donc, ils se percent là. Et puis, toi, maintenant, tu viens.
Et puis toi, tu viens maintenant. Oh, mais ça, c'est quoi, c'est ça? Ah ouais, j'utilise le mauvais langage, oui. Allons-y, on va aller. Très bien. Où ils sont roués des coups, tandis que les grondements du Mouiri se font entendre à l'intérieur de l'enclos. Et vous allez comprendre quels sont ces grondements-là, à l'intérieur de l'enclos. Alors, suivez bien la lecture. Les novices doivent supporter, les novices, ceux qui rentrent dans le Mouiri, doivent supporter stoïquement cette bastonnade pour prouver qu'ils sont des hommes valeureux. Le courage étant l'une des vertus cardinales de la masculinité. Je crois que pendant que je parle là, il y a des militaires qui ont fait la formation militaire. Ils ont fait la formation à la police. C'est ce qu'on fait aux militaires. C'est ce qu'on fait aux policiers. On les bastonne. Ils font 2 jours, 3 jours sans manger. Quand on leur donne la nourriture, on peut cracher dans la nourriture. On prend la cendre, on met dans la nourriture. On prend le sable, on met. Tu manges le riz avec le sable. Les militaires là qui nous gardent. Les forces de défense et de sécurité nationale. Les forces de défense et de sécurité nationale. Et ils subissent ça quand ils partent faire leur formation militaire. Oui, oui, je vais arrêter les gros mots, papa. Je crois que quand j'ai parlé des déviergés, là, ils ont signalé. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas en quoi c'est un péché. Donc, allons-y. Vous avez ici, ils doivent supporter la bastonnade. Un Bouna peut néanmoins avoir un parent initiatique, l'Ongonzi, qui le protège en prenant sur lui les coups les plus rudes. C'est ton parrain. Donc, quand tu es parrain, tu peux également accepter que on te tape toi au lieu de taper ton filleul. Allons-y. Ensuite, oui, l'Ongonzi. Les néophytes, donc les nouveaux, sont ensuite poussés dans le Nziba, étendue boueuse située face à l'enclos, où l'on continue de les frapper. Le Nziba représente, d'après le mythe d'origine, la mare au bord du village où les femmes, par manque de courage, avaient laissé le monstre Mouiri, Il a dit dans sa vidéo que le Mouiri c'est un homme. Je vais démanteler ça tout à l'heure. Le Mouiri c'est un esprit. Et je vais vous montrer que c'est un esprit. Je vais vous démanteler. Donc oui, ils avaient laissé le monstre, le Mouiri. C'est même moi. Le monstre, le Mouiri. Et où les hommes l'avaient ensuite trouvé. Voir le mythe. Donc ceux qui sont là-bas, vous allez voir, c'est écrit en bas. Ce bain de boue revient ainsi à jeter les novices en pâture au Mouiri. Bastonnade et Nziba mettent donc en scène la mort symbolique des Mbouna. Donc c'est la mort symbolique et la résurrection symbolique. Est-ce qu'on peut aller? Boueux, donc les Mbouna, boueux et meurtris, les Mbouna doivent alors passer leur bras gauche à travers les cloisons de feuillage de l'enclos. Apeurés par le redoublement de grondements rocs, c'est à ce moment que le Mouiri leur fait les scarifications qui marqueront. Donc ces scarifications-là, voilà, il a dit on fait ça avec les gilettes. C'est vrai, avec les gilettes ou les dents de crocodile ou tout ça dépend, oui. Mais tout ça, ce ne sont que des symboles. Voilà, donc on a ici, le Mouiri fait les scarifications. C'est écrit ici, c'est ici qu'il est venu prendre ça. Si je ne me trompe pas, les scarifications... c'est où? Voilà, qui marqueront bien visiblement leur appartenance à la société initiatique. L'opération renvoie à un épisode du mythe. C'est bon? Donc les scarifications là, le mythe d'origine. Lorsque la première femme a glissé son bras dans un trou d'eau où provenaient des mystérieux grondements et s'est fait mordre par le monstre. Au cours du rite de passage, il est important que les novices ne voient pas celui qui les vaccine de la sorte. La cloison de feuillage les sépare de l'opérateur. On leur instille un collier aveuglant et les oblige à fixer le soleil. Voilà. Ensuite, la marque du poignet consiste en une série de trois, voilà. Aussitôt les scarifications faites, les Mbouna pénètrent à l'intérieur de l'enclos initiatique. Opération qui figure l'engloutissement par le monstre. Jusqu'ici, les néophytes, comme tous les profanes,
avait seulement entendu les grondements du génie, mais ne l'avait jamais vu. En entrant dans l'enclos, écoutez bien, hein, en entrant dans l'enclos, voilà, on est où là? Je me suis perdu dans la lecture. En entrant dans l'enclos, les Mbuna peuvent enfin voir le Mwiri en face. Ils s'aperçoivent alors qu'il s'agit en fait d'un simple initié. Donc celui qui fait les grondements, la voix rauque, etc. Quand il rentre dans l'enclos, il découvre que c'est un initié qui fait ces grondements-là. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller, messieurs et dames? On peut aller? Oui, je vais expliquer simplement et puis vous allez prendre la parole. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Donc, quand tu t'inities au Mwiri, tu entends des grondements. Le Mwiri parle comme un monstre. Et puis quand tu arrives maintenant, tu découvres que, oh tiens, c'est un initié qui faisait ça. Et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, les grondements, voilà, les grondements rauques du génie n'est que la voix travestie d'un homme. Mais sitôt cette révélation faite, les novices doivent faire le serment solennel de ne jamais divulguer que le Mwiri est un homme et non un génie. Alors cette partie-là, elle est un problème. C'est pourquoi j'ai dit, c'est là qu'il est venu lire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il est venu lire ça. Et c'est là où il y a le mystère. Le mystère repose là et c'est pourquoi il faut qu'on explique ce mystère-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc tout ce qu'il a eu à dire là, c'est là où on dit, bon finalement, voilà, c'est un homme et vous ne devez pas raconter que le Mwiri c'est un homme. Alors c'est là que commence mon enseignement. Et vous allez trouver ça dans la thèse. Vous allez poursuivre, vous allez lire. Alors, quelle est l'histoire du Mwiri? Je vous raconte cette brève histoire, hein, puisque tout est raconté dans la thèse des bonhommes. Moi, je vous raconte la version. J'espère que vous suivez. Prenez note. Lorsque le royaume du Congo, le royaume du Loango et le royaume du Mono Motapa se disloquent à partir du 15e siècle, lorsque les Hollandais, qui étaient des grands navigateurs, ils arrivent dans le royaume du Congo, ils vont trouver quelqu'un qui est en contact avec Nzambi Pungu. Parce que nous, dans notre cosmogonie africaine, Nzambi Pungu, le monde a été accouché par Nzambi Pungu. Nzambi Pungu a mis au monde le ciel. Nzambi Pungu a mis au monde la terre. Nzambi Pungu a mis au monde les esprits. Nzambi Pungu a mis au monde les génies. Nzambi Pungu a mis au monde les humains. Et Nzambi Pungu a accouché les humains en fabriquant les humains à partir de l'argile qui constituait la première matière de la terre, ce qu'on appelle la boue rouge. Et Nzambi Pungu, qui est un esprit, qui est l'esprit suprême, l'énergie suprême, l'énergie première, la source suprême de toute vie, de tout ce qui existe et qui n'existe pas, Nzambi Pungu étant la source, il s'est éloigné du monde et a laissé la gestion de la terre entre les mains des esprits, les mains de la nature et les mains des ancêtres. L'homme étant le point central entre le monde visible et le monde invisible, l'homme a occupé une force centrale dans le dialogue interdimensionnel entre les esprits et les humains. Et c'est dans ce contexte-là que les prophètes vont être établis dans les anciens royaumes du Loango, du Mona Motapa et les anciens royaumes du, j'espère que vous suivez, les anciens royaumes du Loango du Congo. J'espère que vous suivez, messieurs et dames. Alors, je vous prenez les notes. Prenez les notes. Donc, lorsque... C'est bon, on peut aller? On peut aller. Donc, je vous raconte pourquoi on est arrivé au Mwiri. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Parce qu'il faut que vous puissiez avoir de bonnes informations. Pas des informations qu'on vient vous jeter et on vous ment. Donc, à partir de là, Nzambi Pungu, qui est l'être suprême, va s'éloigner de la terre. Il va laisser la gestion de la terre
aux esprits qu'il a créés, à la nature qu'il a créée, il va établir des lois. Chaque esprit va occuper des postes ou des principautés. Il y aura des esprits que Nzambi Pungu va établir pour garder les eaux, des esprits qui vont garder le vent, des esprits qui vont garder les forêts, les esprits qui vont garder les marais, les esprits qui vont garder les routes, des esprits, etc. Et il va établir ça. Nzambi Pungu va s'éloigner du monde. Et pour revenir maintenant sur la question, lorsque les Portugais et les Hollandais viennent en Afrique centrale, ils trouvent un royaume où il y a des rois et il y a une organisation spirituelle dont le Nganga est considéré comme le prophète suprême. C'est lui qui reçoit la révélation de Nzambi Pungu, Nzambi Diel, Nzambi Rondu. C'est lui qui reçoit la révélation et transmet cette révélation au peuple. Et donc, il va avoir une guerre en 1694. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Il va y avoir une guerre en 1694 entre les Hollandais et les Bantous. Et cette guerre des Hollandais et des Bantous va entraîner le massacre de tous les Nganga. Parce que quand le Nganga existait, il n'existait pas de rites traditionnels. Parce que le Nganga, c'était le prophète qui était en contact avec Nzambi Pungu, l'énergie suprême. Et toutes les instructions qui venaient de Nzambi Pungu, toutes les instructions qui venaient de l'énergie suprême, l'Onganga transmettait ça au roi, l'Onganga transmettait ça à la communauté. Lorsqu'il y avait une migration à faire, on consultait le prophète de Nzambi Pungu. Lorsqu'il y avait une guerre qu'on devait mener, on consultait le prophète de Nzambi Pungu. Lorsqu'il y avait un événement qu'on devait faire, on consultait, c'était l'Onganga suprême, le guide des peuples. C'est lui qui conseillait les rois, c'est lui qui conseillait les chefs militaires, parce que c'est lui qui était en contact avec le monde spirituel. Et lorsque les Portugais et les Hollandais rentrent en guerre contre nos ancêtres, la première personne qu'on a voulu massacrer, parce que c'était l'Onganga qui faisait les révélations sur les stratégies de guerre des Occidentaux, les Occidentaux ils ont trouvé un moyen simple, c'était de massacrer tous les Nganga pour couper la connexion entre les révélations spirituelles et le peuple. Parce qu'un peuple qui n'avait plus de Nganga était un peuple perdu. Un peuple qui n'a plus de prophètes, c'est un peuple perdu. Et c'est comme s'ils vont massacrer les Nganga. Ils vont massacrer des peuples, les Orungu. Ils vont massacrer les peuples du Bas-Congo. Ils vont massacrer les peuples du Monomotapa. Ils vont massacrer les peuples du royaume du Luango. Quelqu'un pose la question, Nzambi Pungu ne pouvait pas protéger ces derniers. C'est une très bonne question. Comment le Dieu d'Israël n'arrive pas à protéger Israël contre les Iraniens? Ils sont obligés d'appeler les Américains. C'est-à-dire le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, il a fui à appeler les États-Unis. Tu es tellement bête. Tu es trop bête, en fait. Non, ils sont bêtes, en fait. Et là, il va répondre, il va dire, les Israéliens, là, ce ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Parce que quand vous leur donnez l'argument, ils vont te dire, oui, mais les Israéliens, là, ce ne sont pas... L'Iran nous a montré que sans les États-Unis, l'Iran rayait de la carte votre pays qu'on appelle Israël. Sans l'aide des Américains, l'Iran était rayé. On a vu les grands qui prient Dieu, les rabbins, dire, Donald Trump, viens terminer le travail que tu as à faire, pardon. Viens terminer le travail. Oh, le peuple de Dieu, le peuple envoyé de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple qui a été protégé par Dieu, qui prie le Dieu tout-puissant, qui donne Dieu à tout le monde. Mais le Dieu l'est où pour protéger son peuple? Tous les missiles sont terminés. Tous les missiles sont terminés. Dieu lui-même a fouillé, il a dit, allez-y, appelez Trump, moi je ne suis pas dedans. Dieu a ma panne. Il a dit, oh, moi je ne suis pas. L'Iran, là, ils sont trop forts. Dieu a fouillé. Hein? Leur Dieu, c'est Trump. C'est Trump qui est le sauveur de leur Dieu. Et donc, ils ont des raisonnements bêtes comme ça, là. Voilà, oh, vraiment, les gros mots. Ils ont des raisonnements bidons comme ça, en disant, oui, mais si nos ancêtres étaient forts, pourquoi était cela? Ils n'ont pas pu lutter. La France, si la France était forte, pourquoi elle n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale? La Première et la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas gagné, pourquoi? Pourtant, la France est forte, non? La France vous a amené le christianisme. La France, c'est un pays chrétien. La France est un pays protestant qui garde la culture chrétienne, la laïcité, etc. S'ils étaient forts, pourquoi face à Hitler, ils ont fui? Le général de Gaulle a fui la France, il est parti se cacher chez Winston Churchill et appeler les Français à s'élever, venir prendre les pauvres Africains pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils partaient faire la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient cachés derrière les Africains avec les fusils. Ce sont les Africains qui les faisaient disparaître. Oh, pardon, quitte là.
Tu ne connais rien. J'ai dit, ce débat-là, ce sera jusqu'à la mort. J'ai dit, hein, on va nous enterrer en train de débattre, montrer que vous êtes de faux. Donc, pour revenir sur la question, les Ngangas vont être massacrés. Quand les Ngangas sont massacrés, alors vous savez, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres civilisations, mais dans la civilisation bantoue, la connaissance a une durée de vie de 40 ans. La connaissance. Elle a une durée de vie de 40 ans. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et donc cette connaissance qui a une durée de vie de 40 ans, elle part de la transmission, de la maturisation, la maturité de cette connaissance-là, le déclin de la connaissance et le renouvellement de la connaissance. Donc je parle de la connaissance spirituelle chez les Bantous. Donc chez les Bantous, il y a bien sûr ce qu'on appelle la naissance. Il y a la naissance de la connaissance. Après la naissance de la connaissance, il y a la maturité de la connaissance, il y a le déclin de la connaissance. Et donc le peuple qui n'a plus de Nganga, le peuple qui n'a plus de prophètes, vont commencer à invoquer Dieu par eux-mêmes. Ils vont commencer par prier eux-mêmes pour que Dieu leur révèle des instruments, des rites qui peuvent leur permettre de garder en contact leur spiritualité. Et le premier rite que les hommes vont découvrir, c'est le rite qu'on appelle le Nyembe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le Nyembe était une danse. Le Nyembe que les femmes dansent aujourd'hui là, c'était un rite initiatique qui appartenait aux hommes. Ça, c'est l'histoire hein, du peuple bantou. Et donc, lorsqu'ils vont, les Nganga vont être massacrés en 1694, et donc on va compter 40 ans, l'époque de la disparition de tous les Nganga, on va tomber pratiquement en 1733-34, je ne me trompe pas, j'espère que je ne fausse pas le calcul. Si vous mettez plus 40, 1694 plus 40, on doit normalement tomber, d'après ce que j'ai vu dans une vision, 1694 plus 40, voilà, 1734, si je ne me trompe pas. Et je l'ai vu. Donc, 1734, c'est là qu'on va découvrir le Mouiri. Parce qu'avant, les hommes dansaient le Nyembe. Et donc, comment on va découvrir le Mouiri? Le Mouiri, c'est un rite, à la fois une société initiatique qui permet aux jeunes hommes de passer de la vie pubère à la vie adulte, mais également qui joue une fonction sociale de la justice. Parce que c'est de la justice que va naître cette société initiatique. C'est d'un problème de justice que va naître la société initiatique. Et voici l'histoire. Ouvrez bien les oreilles, vous écoutez. On vous dit que le pasteur, il est faux. Il est venu raconter, c'est un faux pasteur. Il dit, on ne doit pas blaguer avec le Dieu qui prie. Pourtant, le Dieu là, il est spécialisé seulement pour faire peur aux gens. Mais les gens meurent dans les hôpitaux. On ne voit pas ce pasteur-là. Les gens meurent à l'hôpital général, on ne voit pas ce pasteur-là. Les gens meurent du cancer, vous partez actuellement à l'hôpital général, vous partez actuellement à l'hôpital militaire. Les gens sont en train de mourir de cancer. Le Dieu là n'envoie jamais son serviteur aller prier pour ces gens-là qui ont besoin. Lui, son serviteur, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est, voilà, allez, dire aux Nganga qui doivent dire à Dieu en question que ce sont... Mais ça, c'est quel Dieu quand même? Ça, c'est quel Dieu? Il faut que la spiritualité nous aide. Il faut que la spiritualité amène le pays à se développer. Hein? C'est pas possible. Hein? Et ça fait honte. C'est Ivan Castanou qui arrive au Gabon prier pour les malades. C'est Dagewon Mil qui arrive au Gabon remplir le stade d'Nzayon. C'est Kanguka qui arrive remplir le stade d'Angonje. Et les pasteurs du Gabon qui sont puissants, qui sont des machines, qui ont le Saint-Esprit, qui ont été baptisés, ils sont cachés dans les églises en train de voler les dîmes. Ils sont cachés dans les églises en train de critiquer leurs frères. Ils sont cachés dans les églises. Mais démontrez-nous Dieu. Montrez que vous avez reçu la commission de Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont guérir les malades. Où est ce Dieu-là que le peuple cherche? Ce Dieu-là, on peut vous voir dans les hôpitaux. Et là, nous, on va convaincre que oui, vraiment, Dieu a touché le Gabon. Il y a un réveil. Voici la voie qu'il faut suivre. On ne vous voit jamais. Apparemment, vous n'êtes puissant que lorsqu'il s'agit de menacer les brebis. Oh, si vous ne donnez pas les dîmes, Dieu va vous tuer. Oh, si vous critiquez l'homme de Dieu, Dieu va vous frapper. Oh, si vous faites ça, vous ne connaissez pas le Dieu que je prie. Ne blaguez pas avec mon Dieu. Vous êtes dans le spectacle. Vous êtes dans tout ce qui est... En fait, vous êtes dans tout ce qui est spectacle. Vous ne priez pas Dieu.
Nous, on veut voir le Dieu d'Élie. Nous, on veut voir le Dieu de Jésus. On veut voir le Dieu de... Il est où? Caché dans vos maisons. Caché dans vos je ne sais pas quoi. Il est où? Vous fatiguez les gens. 89% de la population gabonaise est chrétienne. Qu'est-ce qui marche dans le pays? Rien. 89% de la population est chrétienne. Qu'est-ce qui marche? Rien. Ils sont dans la mascarade. Alors, allons-y. Et donc, 1734, il y a un problème qui se pose dans le village des Okandais. Parce que les pères fondateurs des Okandais, les pères fondateurs du Mouiri, déjà, on ne dit même pas Mouiri, on dit Iya Mouiri. On dit Iya Mouiri, on ne dit même pas Mouiri. Parce que Mouiri, c'est une appellation de Paul Belloni du Chahut, dans son ouvrage Voyage au pays des Achango, 1865, qui va donner cette appellation-là. Il dit, j'ai vu les gens danser un rite qu'on appelle le Mbouiri. Et à partir de là, le nom va connaître des transformations et on va appeler le Mouiri. Mais le Mouiri, ça n'existe pas. Voilà, le Mouiri n'existe pas. On dit Iya Mouiri. Et puis, j'explique l'histoire. Donc, dans le village des Okandais, parce que les Okandais, voilà, sont les peuples qui vont peupler la zone de Alembe, Djenkville, avec les Kota Kota. Ils vont peupler la Lopé, ils vont peupler Kasbabika, ils vont peupler Badonde, et ensuite jusqu'à Mikongo. Donc, en tout cas, cette zone de la Lopé, là, au bord de l'Ogoué, ce sont les Okandais. Alors, allons-y. J'espère que vous suivez. Hein. Si vous suivez, vous me dites chocolat, on suit. Vous me dites chocolat, on suit. On peut aller? Écrivez, on suit. Ok. Donc, il va se poser un problème dans le village des Okandais. Quel est le problème qui se pose chez les Okandais? Le Mouiri, c'est l'histoire entre un oncle et son neveu. L'oncle va épouser une jeune fille qui avait la génération de son neveu. Déjà, vous savez que chez nous, les Bantous, c'est le neveu qui hérite de l'oncle. L'oncle maternel a plus de pouvoir sur l'enfant que son propre père. J'espère que vous comprenez. Donc, dans les sociétés, dans la culture bantou, l'oncle maternel a plus de pouvoir sur son enfant que le père de cet enfant-là. Et le neveu, lui, doit hériter de l'oncle maternel. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, si je me trompe, pardonnez-moi à ceux qui sont initiés, ça cause des variations zonales, certainement, il y aurait une différence dans l'explication, mais l'idée va rester la même. Et donc, il va se poser un problème. Parce que les Bantous sont très matriarcats, et donc, c'est l'oncle maternel qui va épouser. Donc, il faut comprendre déjà que chez nous, les Bantous, tout ce qui appartient à l'oncle maternel appartient au fils de sa sœur. L'oncle maternel, ses enfants n'héritent pas de lui, parce que ses enfants vont hériter des frères de leur mère. Et donc, pour revenir sur la question, l'oncle maternel et le neveu entretiennent une relation spirituelle très étroite dans les milieux, dans la civilisation bantou. Et donc, pour revenir sur la question, c'est l'histoire entre un oncle et son neveu. L'oncle va épouser une jeune fille qui a à peu près la génération de son neveu. Et il va protéger cette fille-là, et il va l'épouser, et l'oncle va décider d'aller en voyage. J'espère qu'on se fait comprendre. Si c'est vrai, vous me dites, hein, les initiés qui sont ici, si je fausse l'histoire, parce que vous savez que ce sont les Okandais qui ont donné le Mouiri aux Pouvis, aux autres ethnies, en tout cas ce sont les Okandais qui ont partagé le Mouiri. Donc il se peut que dans la version que j'ai des Okandais, des Simbé, des Pouvis, il y ait des variations dans la version que vous avez reçue chez les Massango, etc. C'est bon? Donc, allons-y. Le problème se pose ici. L'oncle maternel va aller en voyage. Et quand il part en voyage, le neveu va être, parce que rien n'avait été vérifié, et c'est de là que va naître la justice. Rien n'a été vérifié. L'oncle maternel, dans son voyage, il a une intuition. L'intuition, c'est laquelle? C'est que mon neveu a damé ma femme. Si c'est faux, vous me dites.
mon neveu a damé ma femme. Bon, moi, je ne sais pas si ça, il a damé ou bien il n'avait pas damé. Mais mon neveu a damé ma femme. C'est comme s'il revient au village. Quand il revient au village, sur cette question-là, il accuse son neveu d'avoir couché sa femme, qui était de la même génération que son neveu. Ça peut aller. Et donc, la question va se poser. Est-ce que tu as sorti avec la femme de ton oncle ou tu n'es pas sorti avec la femme de ton oncle? Et donc, ils vont amener le problème au corps de garde. Parce que nous, chez les Bantous, on juge le problème au corps de garde. Pour ceux qui ne connaissent pas le corps de garde, je pense que ici au Gabon, le corps de garde, c'est l'endroit où on reçoit les étrangers au village et où se traitent tous les problèmes. Je ne sais pas si je peux avoir, je vais avoir une photo ici de ce qu'on entend par corps de garde. Alors, soyez patients hein, parce qu'il faut que j'explique pas par pas. Vous savez que ça ne peut pas être expliqué dans une simple vidéo. Et donc, allons-y. Corps des gardes. Gabon. Corps des gardes, voilà. Voilà, voici ce qu'on appelle... voilà, c'est ça. Alors, voici ce qu'on appelle des corps de garde. C'est ça là, au Gabon. Vous voyez, c'est bon? Voici ce qu'on appelle les corps de garde au Gabon. C'est bon? Donc, ça, c'est Google, corps de garde au Gabon. C'est bon? Voilà. Donc, dans d'autres ethnies, ils vont appeler le Tsapala. Dans d'autres ethnies, ils vont appeler. Voilà. Donc, ils vont amener le problème au corps de garde. Alors, suivez bien. Quand ils amènent le problème au corps de garde, ils vont demander à l'oncle quel est le problème avec ton neveu. L'oncle va dire, il a couché ma femme. Le neveu va dire, non, je n'ai pas couché ta femme. On va dire, il a couché ta femme. Et avec la pression, le neveu va finalement dire, oui, j'ai couché ta femme. Alors, puisque l'adultère est condamnable, l'adultère, c'est un délit dans les sociétés bantoues. Quand tu commets adultère, on doit te massacrer, on doit t'exécuter, c'était la peine de mort, l'adultère. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, puisque le neveu a reconnu, certainement sous la pression des anciens, il a reconnu que d'accord, je suis sorti avec la femme de mon oncle, on a dit, tu as commis adultère, on doit te tuer. Parce qu'il faut comprendre que nos lois bantoues, à une certaine époque, il y avait les homosexuels qu'on tuait dans nos lois. Et ça dépendait parce que chez nous, il y avait 3 catégories d'homosexuels. Il y avait les homosexuels qui l'étaient par malédiction. Ceux-là, on ne les tuait pas. Il y avait les homosexuels, je vais même dire quoi, si on ne dit pas tuer, je vais dire quoi. Kill, hein, ou bien die. Voilà, ceux-là, on ne les daillait pas. Il y avait les homosexuels qui l'étaient naturellement. Et là, on tentait de les soigner. Et ceux qui étaient exécutés ou bien condamnés à mort, c'était les homosexuels qui le faisaient par suivisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand l'oncle reconnaît que, le neveu reconnaît que je suis sorti avec la femme de mon oncle, tout de suite, la peine de mort est prononcée sur lui. Mais il se pose un problème. Le problème qui se pose, c'est lequel? C'est que le neveu est dans ses droits. Dans ses droits, pourquoi? Parce que, premièrement, il est le digne fils héritier de son oncle. Ce qui veut dire que quand l'oncle décide d'aller dans un voyage lointain et il laisse une femme qui est de la même génération que son neveu, son fils, ben, le neveu a le droit de prendre sa femme. Parce qu'il faut comprendre que nous, dans nos traditions et civilisations bantoues, la femme de l'oncle appartient au neveu. Et c'est le mariage qu'on appelle le lévira. Le lévira, c'est le mariage où le neveu meurt, l'oncle meurt, ben, sa femme revient directement à son neveu. Et donc, il y a un premier problème qui se pose. Les anciens vont dire, mais attends, il doit hériter hein, de toi parce que, justement, la femme qu'il a couchée, c'est ta femme, mais c'est aussi sa femme parce que c'est ton neveu. Deuxièmement, à partir de ce problème-là, il va se poser un grave dilemme. Le dilemme qui va se poser, c'est que l'histoire va dépasser l'entendement des anciens. Et à partir de là, il y a 3 grandes lois qui vont sortir. La première loi, c'est la loi sur le mariage. Les Okandais, le peuple Okandais va imposer à toutes les personnes qui atteignent un certain âge
et qui ont des enfants, de ne plus épouser les femmes qui ont le même âge que les jeunes de leur génération, que leurs enfants. Donc, ce qui veut dire que si tu as 50 ans, tu as un fils qui a 18 ans, tu ne peux pas prendre une femme qui a 15 ans, parce que ça va amener l'adultère dans ta famille. La deuxième loi qui va être votée, c'est que, face à ce problème-là, la deuxième loi qui va être votée, c'est qu'il y a eu adultère qui a été commis. Le neveu a couché avec la femme de son oncle, d'accord? Mais l'adultère qui a été commis, on ne doit pas laisser l'adultère impuni. Il doit être kill, en quelque sorte, pour emprunter les mots. Il doit être massacré. Maintenant, il y a un troisième problème. Il y a un troisième problème qui se pose. Troisième loi, c'est que on ne peut pas aussi le tuer injustement pour une question d'adultère, parce que cet adultère-là peut être justifié étant donné qu'il est le digne héritier de son oncle. Par conséquent, on lui donne la possibilité de se faire justice. Et quand on lui donne la possibilité de se faire justice, on demande au neveu d'amener au village, je pense pendant 7 jours successifs, sauf si ça remonte, hein, voilà, pendant 7 jours successifs, d'amener l'animal le plus rare qu'on puisse trouver sur terre. Et cet animal le plus rare qu'on puisse trouver sur terre, qui est un animal très rare, doit être l'équivalent de la vie du neveu pour qu'il ne soit pas exécuté. Voici l'histoire que le pasteur ne vous raconte pas. Parce que ce n'est pas un mythe. C'est une histoire réelle qui s'est déroulée au XVIIIe siècle dans les pays bantous, précisément chez les Okandais. Et donc, lorsque on demande au neveu de dire, on a envie de t'exécuter, mais tu peux payer la caution de ton exécution. Tu peux payer la caution de cette exécution-là en nous rapportant ici au corps des gardes un animal qui sera l'équivalent de ta vie. Si je mens ici, s'il y a des initiés, est-ce qu'il y a d'abord les initiés au Mouiri ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a les initiés au Mouiri? S'il y a les initiés, vous dites oui. Est-ce qu'il y a les initiés? Oui, oui. Les initiés au Mouiri, hein? Oui. Bon, est-ce que l'histoire que je raconte là est vraie? Ce n'est pas l'histoire entre Moutamba Nabika, l'oncle et le neveu. Si c'est vrai, vous dites c'est vrai. Si c'est faux, vous dites c'est faux. Voici ce qui est là. Ce sont les initiés qui sont là. Donc c'est une histoire entre l'oncle et le neveu. Et on va dire au neveu, l'acte que tu as commis là, l'adultère, chez nous les Bantous, on ne couche pas les femmes des gens. Chez nous les Bantous, on ne dévierge plus une fille sans l'amener au mariage. Chez nous les Bantous, on ne vole pas dans le village. Chez nous les Bantous, on ne tue pas. Mais l'acte que tu as commis là, tu as couché la femme de quelqu'un, on doit t'exécuter. Mais comment, conformément à nos lois, on ne peut pas aussi te tuer comme ça sans cause. Tu as la possibilité de te faire justice. Et pour te faire justice, tu vas nous rapporter l'un des animaux les plus rares qui sera l'équivalent de ta vie. Et pendant un laps de temps, chaque jour, tu vas nous apporter cet animal-là. Et l'animal-là s'appelle, il appartient à la famille des crocodiliens qu'on appelle l'ongando. Si je mens, les initiés ici, vous dites c'est faux. Non, mais ça, on ne dit pas, on ne dit pas tout. Il est temps d'expliquer, il faut rappeler ça aux gens. Parce que quand quelqu'un se lève, il vient raconter des mensonges sur quelque chose qu'il ne connaît pas, les gens vont s'arrêter là pour croire. Les gens vont s'arrêter. Le problème, c'est que moi, le chocolat, je ne nie pas ce qui est bien dans les églises, je ne nie pas ce qui est faux dans les églises. Je ne nie pas. Hein? Voilà. Donc, non, le crocodile, c'est le mungondo. Il faut comprendre ça, il faut bien comprendre. Le crocodile, c'est le mungondo. Mais c'est l'ongando dont on avait demandé au neveu d'aller chercher chaque jour. Pourquoi l'ongando? L'ongando, oui, justement, le caïman. Pourquoi l'ongando? Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, hein, vers Kulamutu, au village d'Ibuka. Vraiment, on descend la colline comme ça, il y a une buse. Et puis, on pêchait là-bas, on avait attrapé l'ongando. Et la particularité de ce caïman-là, il est très rare. C'est l'un des... Il est très rare. Et les anciens, ils sont forts. Vraiment que nos ancêtres soient bénis. Il est très rare. Et ce qui fait la particularité de cet animal-là, peut-être que vous ne le savez pas, c'est un animal qui, à chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. À chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. À chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. J'espère qu'on se fait comprendre. Est-ce que vous me suivez?
On peut aller. Voilà. Il faut démanteler ces faux pasteurs-là. Il faut démanteler les faux pasteurs. C'est ce qu'il ne vous a pas dit. Donc, il y a un problème de justice. Et donc, le neveu qui se dit, mais je suis accusé à tort. Je suis accusé à tort que j'ai couché la femme de mon oncle. Parce que dans l'histoire qu'on m'a racontée, on a dit, peut-être dans certaines versions, on va vous dire, il a couché avec la femme de son oncle. Dans une autre version, on va vous dire, non, il n'a pas couché avec la femme de son oncle. Mais ce sont des variations zonales. Voilà. Donc, il va dire, je n'ai pas couché avec la femme de mon oncle. Donc, je suis déjà dans une situation d'injustice. C'est de l'injustice complète. Mais bon, j'ai accepté le crime. J'accepte le crime. Ensuite, face à ce crime, on lui dit encore, écoute, puisque tu as accepté le crime, on doit t'exécuter. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, exécutez-moi. Moi, on lui dit, non, bon, écoute, on trouve une parade. Tu dois aller nous chercher un animal qui est l'équivalent de ta vie. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Si c'est pour sauver ma vie, je vais aller chercher l'animal. Et il est parti chercher l'animal. Le premier jour, il a amené cet animal-là, qu'on appelle l'ongando. C'est bon. Que Julien Bonhomme m'a expliqué ici. En tout cas, tous ceux qui ont écrit dans le Mouiri ont très mal expliqué ici. Vous voyez, il est parti, il a amené l'ongando, le caïman. Deuxième fois, il est parti, il a amené. Et quand il est parti maintenant le troisième jour, pour aller pêcher ce caïman-là, parce que c'est un humain, ce ne sont pas des histoires à dormir debout comme on vous raconte dans des religions. Et quand il est parti, il a été mordu dans l'eau par quelque chose. Certainement un insecte ou bien, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose l'a mordu. Et quand la chose l'a mordu, il est tombé dans l'eau. La chose l'a mordu, il est tombé dans l'eau. Et puis son corps a commencé à se métamorphoser. Vous voyez? On parle du 18e siècle. Et donc, il a commencé à se métamorphoser. Et en commençant à se métamorphoser, son corps s'est métamorphosé. Et quand son corps s'est métamorphosé, il a fait 3 jours et 3 nuits dans cette situation-là. C'est bon? Alors, il y a maintenant des femmes du village qui sont parties pêcher. Et quand les femmes du village sont parties pêcher, hein, elles étaient au moins 6 femmes. Bon, dans certaines versions, on va vous parler de 3. Dans d'autres versions, on va vous parler de 6. Elles sont parties pêcher. Et ça, c'est l'histoire qui ne vous a pas raconté. Quand elles sont parties pêcher, et en mettant la nasse dans l'eau, elles ont été griffées justement par le neveu qui s'était transformé en monstre. Et quand le neveu se transforme en monstre, elles vont pêcher le neveu. Elles vont découvrir que malheureusement c'est lui, mais dans un état assez transformé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Les femmes vont décider de faire? Les femmes vont décider de l'amener au village. Et quand les femmes décident de l'amener au village, ils poussent des grondements parce que il est complètement transformé. Je crois que c'est peut-être une maladie ou un microbe qui l'a piqué. Il est complètement transformé. Mais on l'amène. Et comme il pesait tout ça, là, les femmes vont l'abandonner quelque part au village. Et les femmes vont se rendre au village. Et les hommes qui dansent le Niembé à cette époque, voilà, vont découvrir que les femmes ont découvert un rite. Et puisque la chose va gronder à chaque fois, les hommes vont se rendre pour aller découvrir ce que les femmes ont découvert. Et elles vont découvrir, bien sûr, que c'était un monstre. Mais la personne transformée en monstre va leur expliquer en disant que, mais c'est moi qui suis mort pour rendre justice, vous m'avez sacrifié injustement. C'est pourquoi on vous dit le Mouiri, c'est en quelque sorte le rite de la justice. Et comme j'ai dit ici, si je déforme l'histoire, ou bien l'histoire n'est pas bien racontée, à cause du temps, veuillez me pardonner tous les initiés qui me suivent, hein, à cause des variations zonales, etc., etc. Et donc, lui, le Mouiri va répondre aux hommes en disant que, mais c'est moi que vous avez envoyé pour aller prendre, pour un crime que je n'ai pas commis, vous m'avez envoyé aller me sacrifier. Et c'est là que le nom Iya va sortir. Parce que Iya, dans certaines interprétations, on va vous dire, ça veut dire la mer. Mais Iya, c'est une exclamation. Ça veut dire on regrette. Ah, on regrette. Ah, on regrette. Ah, la justice. Ils vont commencer à crier. Ah, on a commis une erreur de justice. On a commis une erreur de justice. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre le Mouiri, le neveu transformé. Ils vont le mettre dans des l'enclos avec des bananiers, et à partir de là, il y aura des grenouilles qui vont commencer à chanter,
et il y a des oiseaux tisserands. Ce sont des symboles qui vont donner naissance à l'initiation qu'on appelle l'Omwiri. Donc, pour revenir maintenant, puisque le neveu étant transformé et sentant qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il va décider? Il va dire, bon, moi je suis en train de mourir, vous m'avez tué injustement. Mais n'oubliez pas de perpétrer la justice. N'oubliez pas d'établir la justice. Il faut faire recours à la justice divine avant de poser des actions. Et c'est comme ça les anciens, le peuple okandais, ils vont dire, mais qui est mieux placé pour faire la justice si ce n'est toi qui t'es sacrifié pour la justice? C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'on est en train de parler. Ils vont dire, mais qui est le mieux placé pour rendre la justice divine si ce n'est toi qui t'es sacrifié pour la justice? Désormais, nous, on va perpétrer. Ton esprit va rester à jamais le justicier de notre communauté. À chaque fois qu'on aura un problème, même si tu meurs, à chaque fois qu'on aura un problème dans le village, on va te faire descendre pour que tu viennes donner la justice, parce que c'est toi qui as donné ta vie pour la justice. C'est à partir de là que l'initiation au Mwiri commence. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle Yamweli ou bien Iyamweli. C'est là que le rite va commencer. Et les anciens, avant que le Iyamweli décède, ils vont aller prendre tous les jeunes du village pour qu'ils viennent observer Iyamweli, qui s'était transformé en monstre. Et quand les jeunes vont observer, ils vont constater que tous les jeunes qui avaient vu ce neveu la transformer en monstre, quand ils revenaient au village, leur comportement avait changé, ils devenaient des hommes. Quand ils allaient, ils revenaient, ils devenaient des hommes. Les anciens ont dit, on va perpétrer ça. À chaque fois qu'il y aurait un problème de justice, un problème dont la justice humaine ne pourra pas juger, on va faire appel à la justice de Iyamweli. Voici l'histoire qui va être racontée. Et c'est à partir de là que l'initiation au Mwiri va commencer. Et quand l'initiation au Mwiri va commencer, ils vont reprendre tous les symboles qui ont amené à l'origine de ce problème. C'est pourquoi dans nos villages, vous allez remarquer, quand un enfant vole une fois, un enfant vole deux fois, vous allez remarquer que le Iyamweli ne descend pas n'importe comment. Iyamweli descend uniquement lorsqu'il y a un grave problème qu'on ne peut pas juger. Je crois que tous les initiés qui sont là vont dire que c'est vrai. Par exemple, il y a eu un père qui a violé sa fille. Quand un père viole sa fille, c'est un problème qu'on ne sait pas juger. Iyamweli descend. Quand Iyamweli descend, pourquoi on fait appel? Maintenant, je vais expliquer parce que dans sa vidéo, il dit le Mwiri c'est un homme. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas être nul comme ça. On ne peut pas être nul comme ça. Donc, j'explique. Donc, quand il vous dit le Mwiri c'est un homme, mais il n'a rien compris dans la spiritualité. Le Mwiri c'est un esprit. Il n'a rien compris dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'esprit du neveu que les anciens avaient décidé de dire, désormais, nous allons invoquer, faire recours à ta justice lorsque nous aurons des problèmes difficiles à juger. Et à partir de là, une hiérarchie spirituelle va se créer. Il y aura des anciens qu'on va appeler des Ngando, des Ngonzi, qui seront, on va choisir des maîtres qui pourront invoquer cet esprit. C'est pourquoi quand on parle de faire recours à la justice de Iyamweli, il y a quelqu'un qui est capable de faire en sorte que l'esprit de Iyamweli le possède pour rendre la justice. Et c'est ce que beaucoup vous ne comprenez pas. Ça veut dire c'est comme, vous prenez l'exemple dans le christianisme. Dans le christianisme, quand le pasteur vous dit le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Mais il a raison. Pourquoi? Parce que pour celui qui est charnel dans l'église, celui qui est charnel dans l'église, quand le pasteur prêche, il voit le pasteur, c'est un homme. Mais pour celui qui a les yeux spirituels, il va voir que derrière le pasteur, il y a un esprit qui parle. Et cet esprit peut être vraiment le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Constantin. Ça peut être l'esprit de son propre grand-père. Ça peut être un esprit de serpent.
Ça peut être un esprit de l'homosexualité. Donc quand le pasteur vient, il dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel est sur moi. Celui qui a les yeux spirituels regarde que c'est un homme, mais derrière chaque voix, derrière chaque homme, il y a une entité qui le gouverne. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ça scandalise. Je ne vois pas pourquoi, quand on dit, il dit dans sa vidéo, oh, quand tu sors, on te fait découvrir que le Mwiri, c'est un homme. Mais celui qui sort, c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mwiri. Et c'est là qu'ils n'ont rien compris. Celui qui sort, c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mwiri. C'est comme moi, quand vous me voyez, je suis un homme. Quand je suis là, je suis un homme. Mais derrière moi, il y a des entités. Ils n'ont rien compris. Moi, il y a quelque chose même, quand j'ai débattu avec Gazbi. Hein, c'est salopard. Gazbi a dit quelque chose. Il y a certains chrétiens qui ont été choqués. Gazbi a dit, je suis la parole faite chair. Il y a des chrétiens qui disent, oh, comment tu peux dire que tu es la parole? Mais il a tout à fait raison. Si le Saint-Esprit est en lui, et que le Saint-Esprit c'est la parole, mais Gazbi devient la parole faite chair. Moi, je ne comprends pas comment les gens n'ont pas compris. Enfin, je ne comprends pas. Hein? Puisque le Saint-Esprit, c'est la parole. Et Gazbi dit, j'ai le Saint-Esprit. Mais ça veut dire qu'il est la parole faite chair. Ça veut dire que quand on voit Gazbi, si on reprend ses propos, quand on voit Gazbi, on voit un homme, mais derrière Gazbi, ben c'est la parole faite chair. Et je ne vois pas pourquoi, ça scandalise les gens. Derrière l'homme que tu vois sortir d'une zanga, ben, il y a un esprit qui établit la justice. Et donc, c'est à partir de là que ce rite va commencer. Et on va initier les jeunes pour leur faire passer, tout est symbolique. Voilà, les nzanga, les tisserands, les tam-tam, l'imitation de la voix du Mwiri, la bastonnade, tout est symbolique pour faire passer l'homme de la vie de garçon à la vie d'homme. Donc moi je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans ça, puisque c'est sur Internet. Beaucoup de gens ont écrit sur ça. Et maintenant à côté de ça, puisque c'est une formation militaire, on va te bastonner. Moi on m'a fait manger. On vous donne le café le matin, on vous donne le café comme ça, le matin, après un ancien vieil, il prend peut-être le sable, il met dans le café, allez, vous dit buvez, vous buvez. Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, vous ne mangez pas, vous êtes en brûle, mais c'est une formation militaire. Qu'est-ce qu'il y a de diable là-dedans? Ensuite, il va parler dans sa vidéo en disant que le Mwiri, c'est le diable. Mais c'est complètement faux. Déjà, on n'appelle même pas, c'est vrai que c'est une appellation que l'Occident a attribuée au rite qu'on appelle le Mwiri. Parce que justement, ils avaient remarqué qu'à côté de, comment est-ce qu'on appelle ça, le rite qui permet aux jeunes hommes de passer de l'âge à l'âge de garçon à l'âge adulte, il y a le Mwiri joue aussi un rôle social. Parce que dans nos sociétés, il y a des interdits. Et on ne vole pas, on ne tue pas, on ne viole pas, on ne se bat pas, on ne fait pas toutes ces choses. Et pour réguler, pour établir l'ordre social, ben, on va utiliser également le Mwiri pour taper ce qu'on appelle le kendo, pour taper, dans certaines ethnies, on va parler du bundu, pour taper pour les interdits. Et c'est face à on va dire quoi? La préparation qui permet de frapper le kendo, l'enclume, qui permet de frapper le kendo pour mettre en place certains interdits. Quand les Blancs ont observé ça, ils ont dit ça, c'est le diable. Et c'est à partir de là que l'appellation est restée, oh le Mwiri c'est le diable, mais ce n'est pas le diable, il y a Mwiri, ça n'a absolument rien à y voir avec ce que vous racontez. Ils ont chaud, regardez, ils vont faire ça. Les pasteurs.